C'est un plaisir de partager avec vous une expérience personnelle que je suis certainement pas le seul à avoir vécue. Ma conjointe est décédée presque 3 ans. Je me dis ça pour m'encourager. OK? Et je suis clinicien, dentiste de formation, mais je suis aussi un chercheur en douleur et sommeil. Ça peut paraître paradoxal, mais Christiane travaillait avec moi. Et on était dans le même milieu, on connaissait tout. Et au moment où elle est tombée malade, je connaissais son diagnostic. Je connaissais le pronostic, mais comment on vit ça au quotidien sur une période de 7 ans? C'est pas évident. Au début, on a toutes les premières phases, il faut accepter le tout. Mais là, on rentre dans une phase où la fin de vie apparaît. Et on ne veut pas mentir, mais on ne peut pas non plus dire des choses qu'on ne sait pas. Personne ne le sait. Et elle était aussi chercheure, elle comprenait les choses. Et on allait chez les médecins, et les médecins essayaient de nous encourager. Les infirmières étaient extraordinaires, les psychologues étaient extraordinaires, mais il y a des étapes à franchir. Mais même si on était du milieu, on ne les comprenait pas, mais on ne voulait peut-être pas les voir aussi. Et avec ça, il y a eu plusieurs embûches. Une des choses importantes, c'était chaque fois qu'il y avait un problème, on se ramassait à l'urgence. La seule porte d'entrée était l'urgence. Et là, c'était des 2, 3, 4 jours à l'urgence avant de monter sur un étage. Et là, c'était toujours la crainte d'aller aux soins palliatifs parce qu'on voyait ça comme la fin. Et pourtant, on venait du milieu. Et là, on discutait beaucoup entre nous. Comment on va s'organiser face à ça? Et on nous a offert des choix. Il fallait à tel endroit, ou à tel endroit, ou à tel endroit. Mais évidemment, on ne voulait pas venir dans le milieu où elle travaillait, malgré que ça aurait été idéal parce qu'on connaissait les gens. Et tu perds un peu de ton autonomie, ton indépendance. Moi, comme conjoint aussi, là, je rencontrais mes collègues dans les corridors. Donc, c'est assez complexe. Donc, la notion là, de l'urgence, c'est pas idéal. C'est pas un endroit d'accueil quand on est rendu dans ces phases-là. Mes collègues à l'urgence me disaient non, ça nous prendra une unité pour les gens qui arrivent vers une fin de vie, une unité où ils peuvent s'asseoir. Les prises de sang répétitives, on aurait bien aimé pouvoir aller dans un endroit qui n'est pas nécessairement toujours l'environnement médical avec les grands corridors. Des fois, il fallait juste voir une physiothérapeute, un psychologue. Il faut pouvoir être dans un autre milieu. Et là, après ça, il y a eu la phase de fin de vie. Là, la phase de fin de vie, elle voulait être à la maison. Comment tu fais ça? Il y avait peu de services disponibles. On nous disait, oui, dans 2 semaines, on va vous appeler, on va vous dire si c'est possible. Mais nous, on voyait que les 2 semaines, là, c'était trop rapide, ça allait trop vite. Et là, elle allait à l'hôpital, elle revenait à la maison 2 jours, retournait à l'hôpital, revenait à la maison, rentrait aux soins palliatifs. Puis là, quand elle est rentrée là, elle ne voulait plus sortir parce qu'elle ne voulait plus perdre sa chambre. Parce que c'était long avant d'avoir une chambre. Il manquait de chambre. Il fallait attendre qu'il y ait des places qui se libèrent. Ça te fait drôle de te faire dire ça. OK? Qu'une place qui se libère, ça veut dire que c'est moi la prochaine qui va libérer une place. Fait que tout ça a amené beaucoup de questionnements. Et là, finalement, on a eu une place dans cet endroit-là qui était la place finale. Mais j'aurais aimé aussi que ça puisse se faire plus en externe qu'en interne. Comment faire une différence? Comment revivre les choses autrement? Il n'y a probablement pas une seule solution. On est dans une période très spéciale en sciences de la santé. Sciences de la santé, ça inclut la médecine, la psychologie, les sciences infirmières, la dentisterie, mon domaine. Ça inclut la physiothérapie, la nutrition, la qualité de la vie. Ça inclut l'environnement aussi, le milieu social. Présentement, on rentre dans une période de la médecine de précision. La médecine de précision, c'est d'essayer de comprendre une personne dans son environnement avec sa biologie, mais sa santé. Essayer de voir, quand tu combines ça, c'est quoi qui est l'idéal pour cette personne-là? Comment on peut répondre aux attentes de la personne? Il y en a qui ont des attentes là. Nous, des fois, on peut faire ça. Mais il faut en parler. Il faut discuter. Il faut essayer de trouver un terrain commun où on peut travailler ensemble. On est dans une période aussi du patient partenaire. C'est fini la notion où je sais et tu fais. OK? Il faut en parler. Mais il faut que les familles aussi soient réalistes. Et je me rends compte en parlant avec mes collègues autour des soins palliatifs, même des soins intensifs, même des soins d'urgence, où il y a beaucoup de fins de vie dans ces secteurs-là, qui ont tous le même problème. Fait qu'une des premières choses, c'est est-ce qu'on peut se parler entre nous
ces 3 secteurs-là. Il y a des intervenants de plusieurs disciplines. Comment on peut mieux arrimer l'expérience? Parce que c'est des expériences. Elle est différente entre chaque personne. Première étape. Une autre étape, il y a beaucoup de techniques qui sont, j'aime pas le mot technique alternative, j'aime pas le mot complémentaire, c'est des techniques adaptées à la personne. Il y a des personnes pour qui la diète est importante, il y a des personnes pour qui un exercice est important, il y en a d'autres, c'est la musique, il y en a d'autres, ça va être des techniques utilisées, l'hypnose. Il y a toutes sortes de techniques qu'il faut mieux valider. Et on a des collègues présentement dans notre groupe qui s'intéressent entre autres à l'hypnose. L'hypnose, c'est pas de la magie, ce n'est pas les spectacles à la télévision. L'hypnose, ça nous aide à mieux gérer nos attentes, à mieux gérer nos croyances, à mieux gérer nos peurs et aussi à augmenter l'effet analgésique, à mieux doser comment tout ça va se produire. Il faut aussi revoir certains modes pharmacologiques et il y a des choses qui peuvent nous aider. On travaille beaucoup dans le CIUS du nord de l'île à essayer de développer l'intelligence artificielle parce qu'il y a des algorithmes qu'il faut développer avec lesquels on va être capable de savoir dans nos populations c'est quoi les meilleurs prédicteurs ou de fin de vie, mais ou de besoins dans le cheminement de fin de vie. Il faut s'ajuster. Fait que je rêve à ça. Je rêve aussi d'un milieu plus adéquat, des locaux plus adéquats, de ne pas toujours aller à l'urgence quand ça ne va pas, dans les phases qui nous amènent la pré-fin de vie, là. On n'en parle pas assez. Pas toujours une prise de sang, là, n'a pas toujours besoin d'aller dans un corridor avec des gens qui ont la grippe. Justement, on veut éviter ces gens-là. Il faut trouver d'autres façons de faire les choses. Fait que notre environnement, il faut le retravailler. On a un grand CIUS, on a beaucoup de locaux. On peut peut-être repenser un petit peu des fois à réaffecter certains espaces parce que les populations qui arrivent en fin de vie, soit en soins palliatifs, en soins intensifs ou en soins d'urgence, j'insiste, il faut revoir l'ensemble parce qu'une fin de vie, ça peut arriver à différents moments. La recherche dans un CIUS, surtout en ce qui touche la fin de vie, c'est une recherche qui doit se développer autant du côté social, psychologique que biomédical. On parle toujours du biopsychosocial, mais moi j'aime mieux parler du social, l'environnement dans lequel la personne est. Comment améliorer la trajectoire, comment la rendre plus douce, plus simple. Le psychologique, il ne faut pas oublier qu'il y a des psychologues et des infirmières. Il y a aussi les travailleuses sociales. Il y a toutes les équipes autour. Ces gens-là travaillent beaucoup sur le bien-être avec soi-même, la qualité de vie. Ils peuvent aider beaucoup, beaucoup. Il faut faire de la recherche pour mieux identifier les marqueurs, mieux identifier comment personnaliser l'expérience. On est en période de médecine de précision. Le biomédical, la douleur. La douleur, ça se gère difficilement. Moi, je fais de la recherche sur la douleur. On a un médicament qui fonctionne pour un bout de temps, il ne fonctionne plus. Il y a d'autres techniques. On a ici à l'intérieur du CIUS des techniques d'hypnose. On a des techniques de stimulation magnétique transcrânienne quand les gens ne répondent plus. C'est peu utilisé en fin de vie. On a tout ce qu'il faut pour le faire ici. Il faut l'amorcer, il faut le faire. Il y a la recherche sur le sommeil. Le sommeil en fin de vie, c'est une cause d'anxiété. On ne dort pas bien, on ne comprend pas ce qui se passe. On est un des grands centres canadiens ici de recherche sur le sommeil. Il faut vraiment travailler ensemble de ce côté-là. La nutrition, si on mange bien, on dort bien. Si on mange bien, mais on ne mange plus comme avant quand on est rendu dans ces périodes-là. Pour toutes sortes de raisons, les médicaments, des fois le confort de la bouche. Je suis dentiste, on voit régulièrement des patients qui se plaignent de ces problèmes-là. Tout ça, c'est d'essayer d'avoir un centre d'accompagnement et d'innovation en recherche, un centre qui va faire une différence. Une différence qui va faire qu'on va adoucir cette période-là. On peut difficilement changer l'échéance. Mais si on permet aux aimants naturels d'être des vrais aidants, on va peut-être changer quelque chose, mais il faut les outiller. C'est ce que la recherche fait. Des fois, ça prend du temps, mais un petit morceau ici, un petit morceau là, ça donne de l'espoir. Ça permet à la vie de continuer.